micro marche, super. Donc je vais vous parler de l'infrastructure IoT qu'on a développée avec Stratagem, l'entreprise qu'on a co-créée avec Yannick, Johan et Joël qui sont pas loin. Et on a fait une expérimentation qui a débuté en juin, si mes souvenirs sont bons, avec le laboratoire iCube et avec l'Eurométropole de Strasbourg, dans lequel on a déployé un réseau LoRa à l'échelle de l'Eurométropole et sur lequel tout un chacun, dans le cadre d'expérimentation, peut se connecter. Donc, je vais vous présenter un peu de manière générale ce qu'on peut faire avec l'Internet des objets, puisque à l'échelle d'une ville ou d'une industrie. Et l'idée étant que ça vous donne des idées et que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut imaginer pour améliorer notre vie de citoyen et puis notre vie au travail tous les jours grâce à ces outils nouveaux que sont ceux que nous propose l'Internet des objets. Alors, les applications sont extrêmement vastes et pour comprendre ce que l'IoT permet de faire, il faut comprendre ce que c'est que l'Internet des objets. Alors, sur l'image que vous avez au-dessus, on voit une image idéalisée de ce que pourrait être la petite France devant le pont du Corbeau, avec des systèmes pour l'Internet des objets. Donc on aurait un ensemble de capteurs, un ensemble d'actionneurs qui permettent à la fois de remonter de l'information vers un central qui va traiter cette information de manière soit ponctuelle, c'est-à-dire en utilisant une donnée unique d'un capteur, soit avec la connaissance de toute la multitude des autres informations qui ont été remontées, et puis qui va pouvoir intervenir sur place, aux endroits où c'est besoin, où on en a besoin, pour agir et soit corriger, soit informer la population et les utilisateurs. Donc, nous, on aime bien faire la différence entre trois types d'applications de l'Internet des objets. Alors, la première, c'est la plus simple et c'est celle qui a été, on va dire, celle qui a fait que l'Internet des objets se développe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le monitoring. C'est-à-dire que vous avez un réseau de capteurs, un réseau de sondes qui vont capturer des paramètres environnementaux la plupart du temps, mais ça peut être également des paramètres énergétiques, ça peut être des positions de géolocalisation, et qui va remonter cette information à un central. Donc ça, c'est un premier type d'application, et c'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça la télémesure aussi, c'est une de nos autres manières d'appeler cela. Et puis vous avez le contrôle, donc c'est un réseau d'actionneurs qui sont sur le terrain, que vous allez pouvoir du coup déclencher à distance. Et puis vous avez ce qu'on appelle les systèmes réactifs. Alors ça, c'est vraiment l'Internet des objets de demain, c'est-à-dire des réseaux de capteurs, des actionneurs, des usagers et des superviseurs qui vont tous ensemble interagir. Donc on va récupérer de la donnée, sur cette donnée on va faire des calculs, déduire des lois, déduire des réactions à appliquer. On va les appliquer sur les actionneurs. De cette application, il va induire des nouvelles choses. Donc on va mesurer les conséquences de nos actions sur les actionneurs. Et on a une boucle comme ça, donc c'est ce qu'on appelle en robotique par exemple une boucle de perception-action, mais qui va avoir comme, contrairement à un robot standard qui est par exemple à un seul endroit, là on a ce phénomène à des échelles bien plus grandes. Alors pour faire simple, ça peut être l'échelle d'un bâtiment, mais quand on va jusqu'à la Smart City, c'est l'échelle d'une ville.
Et donc on sait très bien que par exemple couper la circulation à un endroit sur une route, sur un boulevard, eh ben, ça bloque les automobilistes qui vont du coup se détourner et aller ailleurs. Et donc on voit bien qu'une action localement à un endroit entraîne des réactions partout autour. Et les systèmes réactifs, ils prennent cela en compte avec des mesures en temps réel et des modèles pour agir, percevoir et corriger leur action. Donc ce qui est très important, ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et qui change aussi la donne et qui est très très intéressant, c'est que quand les systèmes de réactifs, les premiers modèles ont été faits, bon, c'est très très vieux, mais on va dire les premiers modèles mathématiques dans les années 50 ont été faits là-dessus, eh bien on avait un actionneur et puis un ou deux capteurs. Et aujourd'hui on a énormément d'actionneurs, énormément de capteurs, et on a d'autres choses qui se rajoutent qui sont les usagers. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est en fait des actionneurs qu'on ne contrôle pas, des choses qui vont jouer sur les systèmes, qu'on ne contrôle pas, mais à qui on apporte de l'information, avec qui on interagit. Et du coup, ça, c'est très très intéressant parce que ça modifie complètement les modèles qu'on peut avoir. Et donc bien sûr, il y a le superviseur, c'est-à-dire qu'on voudrait, enfin, il y a un espèce de fantasme où on imagine qu'il n'y a plus du tout d'êtres humains dans les systèmes pour fonctionner, mais ça n'existe pas. En vrai, il y a toujours besoin de superviseurs et de superviseurs de plus en plus malins, et il faut aussi les rentrer dans le système. Alors, donc pour le monitoring, on va donner des exemples très très simples pour le monitoring. Donc là, je vous ai donné, à gauche ici, là, vous avez une carte faite par Atmo Alsace de la pollution à Strasbourg. Et donc vous voyez que on a du coup des informations sur tout le territoire. Alors ce qui va changer là dans le futur du monitoring, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces cartes-là sont faites avec une dizaine de points de mesure. Donc, il faut imaginer du coup que si on voit des couleurs partout, c'est qu'il y a des modèles mathématiques qui permettent de prédire quelles vont être les données partout sur le territoire à partir d'une dizaine de points de mesure. Ben là, le futur, c'est de passer dans un premier temps à peut-être une cinquantaine de points de mesure, et puis dans un futur relativement proche, à plusieurs centaines de points de mesure sur le territoire. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'une dizaine de points de mesure, les gens de Atmo Alsace, ils ont des modèles mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a un modèle virtuel de ce que c'est que la ville de Strasbourg et de comment l'air et les polluants se dispersent dans l'air. Et à partir de ces seulement 10 points de mesure, ils sont capables d'extrapoler. Et donc ça, il faut imaginer que ce que ça veut dire, c'est qu'on a aujourd'hui dans l'Internet des objets quelque chose qui commence à avoir un nom, qui s'appelle le clone digital, et qui est en fait, ou le jumeau digital, qui est en fait un modèle virtuel qui correspond à la réalité, par exemple à une ville, qui est complètement mesurée. Et donc on peut faire travailler sur le jumeau digital, on peut faire des choses qui sont extrêmement intéressantes. On peut donc prévoir des points de mesure qui n'existeraient pas, mais on peut aussi accélérer le temps. Vous avez tous vu des simulations par exemple, la montée des eaux avec le réchauffement climatique, ce genre de choses. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on peut pousser ces concepts-là au point de faire des simulations, au lieu de faire des simulations à 100 ans pour le niveau de l'eau ou le réchauffement, on peut faire des simulations à 10 minutes, un quart d'heure pour la pollution, en se disant si je coupe tel axe routier, sachant qu'il y a énormément de pollution, ou si je réduis la vitesse, c'est plutôt ça la réalité, sur tel axe routier, eh ben, qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça risque de donner sur mes mesures. Et puis on peut donc du coup faire ça, simuler, donc en se disant bah voilà, on a notre jumeau digital qui va nous dire bah, la pollution elle va baisser de temps à cet endroit là,
puis on fait l'action, et puis on a des mesures, et on compare, et on affine les modèles. Et donc là interviennent l'intelligence artificielle, la simulation, etc. Donc ça, c'est le genre de choses un peu vraiment nouvelles et extrêmement intéressantes qui arrivent sur l'Internet des objets. Et puis vous avez donc à droite, là, donc c'est l'éclairage dans un bâtiment public, là en l'occurrence un grand lycée à Paris, où en fait ce qui se passe, c'est que maintenant dans chaque salle on va pouvoir savoir quelles sont les lumières qui sont éclairées et s'il y a des personnes dans les salles ou pas, et la température du bâtiment. Et donc ça donne en temps réel la consommation du bâtiment, et puis ça peut donner aussi, si on est censé avoir des gens dans une salle et que l'éclairage qui ne s'est pas éclairé, peut-être que simplement il faut venir changer les ampoules parce que les ampoules sont abîmées. Donc là, je voudrais vous parler un peu d'une liste d'applications pour les Smart Cities. Donc on va faire un petit moment interactif. Je vais vous parler un peu de ces points-là qu'on a, qui sont un peu des points classiques. Et j'aimerais bien avoir vos réactions là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, et surtout, comment quel genre d'application vous verriez là-dessus. Alors, donc je lance les choses. Donc moi, je vous présente un peu les différents types d'applications. Alors on a par exemple le niveau de remplissage des poubelles publiques. Alors l'idée, elle est toute simple. On s'est tous retrouvés un jour à vouloir jeter un truc, genre par exemple la couche du dernier né, là, le truc vraiment qu'on ne veut pas garder dans les mains, et puis on cherche autour de nous et il n'y a que des poubelles pleines. Et puis on se dit on va pas mettre la couche au-dessus parce que si elle tombe, et puis avec l'odeur, je vous explique pas. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, mesurer les niveaux de pollution. Donc là vous aviez une carte de l'air. Mais évidemment, dans une ville, il y a le bruit qui gêne énormément de gens. On aimerait bien savoir la qualité de l'eau en fonction des endroits où on la boit. Et puis la lumière qui commence à intervenir comme source de pollution identifiée. Alors, mesurer l'occupation des places de parking, ça fait longtemps que c'est un sujet en discussion et qu'il y a des choses qui se passent là-dessus, mais c'est des choses qu'on peut remonter. Le niveau d'engorgement des routes, donc là vous avez tous entendu parler de caméras qui calculent le nombre de voitures sur une route et qui peuvent déduire si la route elle est encombrée ou pas. Ensuite, le taux de remplissage des transports en commun, donc ça c'est à chaque fois que quelqu'un poinçonne un de ses tickets, on peut savoir combien, s'il est dans le bus et combien il va y avoir de personnes dans le bus. Ensuite, quelque chose qui est très importante mais qu'on voit moins en tant que citoyen, c'est mesurer le bon fonctionnement des équipements. Donc les transformateurs électriques, les pompes à eau, les équipements de gaz, le réseau de télésurveillance, enfin tous les équipements qu'on va installer dans une ville pour permettre d'avoir une ville qui marche bien et qui ont tous besoin de maintenance un jour ou un autre, et l'idée étant de ne pas avoir de la maintenance régulière de prévu pour s'apercevoir que beaucoup de choses, d'être passé à des endroits et d'avoir vu que les équipements allaient bien, et puis d'avoir raté l'équipement qui va mal, d'avoir attendu la maintenance suivante, la surveillance suivante pour se rendre compte qu'un équipement était défaillant. Alors la géolocalisation, donc ça c'est un des trucs sur lesquels Stratagem travaille beaucoup. On a fait des trackers, et l'idée étant, par exemple pour les véhicules ou le vélo en ce qui nous concerne précisément, de pouvoir lutter contre le vol en géolocalisant les vélos. Et puis un dernier truc qui est très intéressant, c'est mesurer l'état sanitaire des plantes publiques. Alors ça c'est un sujet qui me plaît pas mal parce que pour tout ce qui est réchauffement dans les villes, on sait qu'on va avoir besoin de plus en plus de plantes. Alors je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, dans ma petite famille, il n'y a que moi qui arrose les plantes, et ça m'arrive malheureusement d'oublier, et je me retrouve à remettre des plantes régulièrement parce qu'elles sont simplement mortes. Donc c'est terrible, mais effectivement, plus on va avoir de plantes, plus surveiller comment elles vont va être un problème. Je vous passe la parole, là ça va, je ne vous ai pas trop saoulé avec cette liste à l'après-vert. Donc il y en a qui voudraient réagir dessus, qui ont des idées. Oui. Vous parlez de géolocalisation
géolocalisation des bicyclettes, des transports de ce type, là, ce serait des puces sans GPS. Donc, c'est votre système qui permet de géolocaliser la bicyclette, où on remonte une information des données fournies par un GPS. En fait, là, c'est remonter l'information des données fournies par le GPS. Là, on a testé plein de systèmes différents. Et aujourd'hui, les systèmes de géolocalisation radio pure, c'est-à-dire la puce émet un signal et on va le trianguler ou le géolocaliser, donnent des précisions très mauvaises. On peut être, disons, les meilleurs systèmes annoncent des précisions de 50 mètres, mais on les a quasiment jamais. Et 50 mètres de précision dans une ville, par exemple, si vous voulez retrouver un vélo volé, il peut être, vous voyez, dans un autre bâtiment, dans une autre cave. Enfin, donc, en ce qui nous concerne, mais ça va arriver. Hein, on va avoir de plus en plus des systèmes précis qui vont arriver. Mais pour le moment, nous, on n'en connaît pas. Vous vouliez ajouter quelque chose? Les 50 mètres, c'est par LoRa. Par le système que vous utilisez, de côté 50 mètres, non? Non, alors le LoRa, oui, le LoRa annonce 50 mètres, mais en vrai, ce que nous, on n'a jamais vu une précision de cet ordre-là. En ville, c'est possible en campagne, parce que vous n'avez pas les phénomènes des... Alors, je vais introduire un point technique. Donc, Stratagem, on fait beaucoup de radio. Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, ce qui est un point central dans l'Internet des objets, c'est-à-dire le transport de la donnée, va se faire pour beaucoup d'objets par radio, parce que c'est plus simple. On peut poser l'objet, il va être sur une pile, il va être auto-alimenté, ou on va avoir un capteur solaire. Et du coup, on n'a pas de problème de câble, et c'est très facile à déployer. Et pour un tracker, on n'a pas un fil au bout de notre tracker. Donc ça, c'est logique d'utiliser de la radio. Et les ondes radio, elles se réfléchissent comme des vagues sur un obstacle. Et pour mesurer la position d'un objet, il faut en fait qu'il n'y ait pas de réflexion. Et du coup, c'est très compliqué de sélectionner les ondes qui n'ont pas subi de réflexion. Et ça peut arriver en campagne où vous avez effectivement pas d'obstacle quasiment, donc là vous allez avoir souvent le cas. Mais pour ce qui est de la ville, c'est très compliqué. Nous, on ne connaît pas de système vraiment fiable à ce sujet-là. Donc nous, on utilise le GPS. Donc pour le GPS, vous avez le même problème en fait. Hein. Les réflexions cassent complètement la précision du GPS, sauf que on se localise par rapport à des trucs qui sont dans le ciel et qu'entre nous et le ciel, il n'y a souvent pas d'obstacle. Voilà. Donc, Alors, ouais, le signal passe à travers les arbres. Normalement, ça ne doit pas trop bouger les choses, mais effectivement, ça peut arriver qu'avec des frondaisons extrêmement denses, ça perturbe également le système GPS. Mais donc, effectivement, du coup, là pour les vélos, ils sont localisés uniquement à l'extérieur. Alors, je voudrais juste donner un petit bémol là-dessus. On peut se localiser autrement maintenant. Alors, c'est vrai, en termes de précision, et là, être relativement précis. Et ça, c'est un truc assez malin, en fait. Si vous avez une puce Wi-Fi dans votre objet, vous pouvez sniffer les réseaux Wi-Fi à proximité, et donc pouvoir dire où vous vous trouvez. Mais ça marche quand vous êtes relativement proche de réseaux Wi-Fi. Par exemple, quand vous allez être au milieu d'une rue ou sur une place loin des réseaux, là, votre précision va baisser. Voilà, et c'est plutôt ça que le LoRa en fait. Et ce que nous on fait quand on est en intérieur, c'est qu'on sniffe les réseaux Wi-Fi et on transmet les SSID des réseaux Wi-Fi via du LoRa. Et ensuite, on utilise des API, notamment celle de Google, qui permet de vous redonner votre position en fonction des réseaux Wi-Fi. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal en ville. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler d'applications pour la Smart City que vous verriez? Allez-y. Ouais. Je sais qu'il y a le trafic fluvial au niveau du Rhin qui pose un certain nombre de problèmes. J'ai l'avis qui était à l'LGS et qui me demandait comment serait possible de gérer au mieux la gestion des écluses parce que les bateaux doivent passer en même temps, doivent se mettre d'accord. Et du coup, je voulais savoir si c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé ou pas du tout. Alors, nous, on n'y a pas particulièrement pensé, mais par contre, c'est le genre d'applications qui sont vraiment tout à fait très intéressantes à faire avec ces nouvelles technologies, c'est évident. Si je peux répondre, en fait,
EDF Production Hydraulique et VNF. Et ils ont justement, dans le cadre d'un projet européen, développé une application, un système d'information géographique pour les bateliers. Et donc, aujourd'hui, c'est encore en démonstration, mais ça va être déployé prochainement. Donc, les bateliers pourront effectivement calculer leur temps de trajet pour aller de Bâle jusqu'à Strasbourg. Effectivement, c'est un problème qui a été identifié par EDF et VNF qui ont la charge d'assurer la navigation fluviale 24 heures sur 24 par la gestion des écluses. C'est passionnant, je me suivrai ça de près du coup. Ouais, j'ai cru voir une main qui se levait, j'ai le soleil dans les yeux en fait, donc je vous vois très très mal. Non, c'est bon? Mais pas autonome, il y a certainement des choses à dire. Ils sont intéressés sur les aspects logistiques. J'ai levé la main au même moment. Pardon. J'ai levé la main au même moment que ma collègue d'EDF, donc j'ai rien à ajouter. Ok. Donc, alors, je vais continuer à essayer de vous faire passer plein de petits sujets que nous, on juge super intéressants et qu'on pense qu'il faudrait qu'il y ait plein de gens qui s'en emparent et fassent des choses avec. Dans l'industrie, donc là, on est du coup, on va considérer les systèmes de chaînes de production et de fabrication. Donc, alors bien sûr, il y a quelque chose qui est vraiment très très intéressant, c'est de pouvoir mesurer les niveaux de production de chaque machine, de chaque ligne de production, de chaque partie de chaque ligne de production en temps réel. Et donc ça, vous imaginez avec le jumeau numérique dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose de formidable parce que ça vous permet de prévenir les arrêts sur les chaînes, ça vous permet de savoir quand est-ce que les stocks vont s'épuiser, de pouvoir voir exactement quel a été l'usage de chacune des pièces mécaniques et donc de prévoir leur usure. Vous voyez, ça c'est vraiment très important. Ensuite, les machines aujourd'hui vous donnent pas mal d'informations. C'est comme les voitures, vous connaissez probablement la prise ODB des voitures qui vous donne tout un tas d'informations sur la manière dont les moteurs ont travaillé. Ça, on a ça sur les machines industrielles maintenant, enfin, les nouvelles quoi. Et donc on peut du coup remonter l'information. Alors mesurer les conditions de stockage, parce que dans certaines industries, je pense au bois notamment, le stockage est vraiment quelque chose de très problématique et qui peut permettre de déclencher une vente ou non. Donc du coup ça c'est très intéressant. Donc bien sûr compter les entrées-sorties de marchandises. Donc ça c'est parce que dès qu'on est un industriel avec beaucoup de stock, on doit faire de l'inventaire et parfois c'est pas évident d'avoir ces informations là. Donc quand on peut mettre en place des portiques et des scanners RFID connectés, on peut gérer ce genre de choses. Donc mesurer la consommation énergétique des machines et des bâtiments. Donc ça c'est quelque chose évidemment qui joue aussi dans la Smart City, dans les bâtiments publics, etc. qui est quelque chose de transversal maintenant. Il y a identifier un produit et ses éléments tout au long de la chaîne de production. Donc ça, c'est aussi un sujet très important dans l'industrie qui va être la traçabilité en fait. Donc autour de la traçabilité. Et puis après, il y a les gens qui travaillent et puis identifier les personnels et permettre de regarder à quel endroit il y a des gens et qui sont ces gens-là. Donc pareil, si vous avez des choses qui vous pensez pourraient des expériences à partager là-dessus, je suis ouvert et je pense que c'est super de vous partager avec les autres. Donc, en fait, c'est plus que la donnée elle-même, c'est surtout l'intelligence qu'on va mettre derrière la donnée. C'est comment on croise de données, comment on fait des simulations, comment on imagine des services par le croisement des données. Alors, effectivement, après, derrière, c'est ce qu'on va en faire qui va faire ou non qu'on va avoir des gains de productivité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que il y a énormément, on se rend pas compte le nombre de points où avoir de la donnée pourrait changer les choses. Et ce que je trouve être très intéressant, c'est de partager ça, quoi. C'est parce que, alors, je peux vous donner un exemple là-dedans qui est pas là-dedans en fait d'ailleurs, mais qui est vraiment très très précis. C'est
prospect client qui est venu nous voir avec comme problématique, il voulait mesurer la hauteur de neige devant ses bâtiments en période d'hiver. Parce qu'en fonction de cette hauteur de neige, il doit faire intervenir quelqu'un pour dessaler, et s'il ne le fait pas à temps, eh ben, ces ouvriers en fait, ne peuvent pas travailler le matin. Et donc lui, il a besoin de savoir ça la nuit avant les premières journées. Et en plus, il ne neige pas tout le temps, il ne va pas savoir quand est-ce qu'il va neiger, et il ne veut pas avoir à engager quelqu'un pour toute la période où potentiellement il va neiger pour pouvoir aller mesurer le système. Et ça, pour lui, c'est des gains de productivité qui sont très importants. Et donc c'est un système de mesure adapté dont il a besoin. Et vous voyez, c'est les choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Mesurer la neige, par exemple, aujourd'hui, la hauteur de neige, c'est pas quelque chose où on a des capteurs qui existent, et pourtant c'est quelque chose qui pourrait, dans pas mal de cas, parce que son cas est reproductible, on a évalué, eh bien, faire gagner des gains de productivité à plusieurs industriels. Oui, la glace sur un parking, c'est vrai, et c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc il y a vraiment du travail, de la recherche, des inventions à trouver là-dessus. Parce que quand vous creusez un peu, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas des capteurs tout de suite qui existent dessus. C'est aussi parce que c'est des sujets assez compliqués. Ouais. Super. Du coup, ouais, pour faire le lien par rapport au slide précédent, entre la géolocalisation des colis et après l'identification des personnes, il y a une société, Uniloc, qui a posé un brevet qui a des étiquettes intelligentes, qui est capable de géolocaliser un colis à 50 cm près dans un dépôt et en 3D. Et du coup, l'idée, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes dans un dépôt logistique, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une espèce d'intelligence collective. Aujourd'hui, tous les gens dans les dépôts logistiques, ils sont cadrés, ça devient des machines, et ils sont tous monotâches sur une mission, c'est-à-dire un agent prépare une commande. L'idée, c'est qu'à un moment donné, si on est capable de géolocaliser chaque chose et d'identifier chaque colis, chaque produit, à un moment donné, un opérateur qui se trouverait dans une zone aurait, via une tablette, l'information en temps réel que son autre collègue traite une commande dont un des produits se trouve dans la zone là où il est. Et à un moment donné, on pourrait imaginer que les opérateurs, entre eux, s'aident et mutualisent leurs forces pour accélérer les commandes, pour achever les commandes. Et du coup, l'idée, c'est de dire à ces opérateurs, vous allez tous en même temps boire le café ou la pause, parce que tous les collègues auront fini en même temps, vu que vous mutualisez les forces. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a encore des difficultés. La limite de ce produit, par exemple, une Uniloc, même si c'est super intéressant, c'est le coût. Aujourd'hui, l'étiquette, en prototype, ils sont à 10 €, et dès que vous allez voir un industriel, aucun industriel va coller une étiquette à 10 € pour localiser un produit. Derrière, si on imagine que le produit peut être suivi avec la même étiquette, il peut être géolocalisé dans le véhicule qui est là où il va être transporté, et peut être géolocalisé aussi sur son site final, là où il va être utilisé in fine, je pense qu'un industriel est prêt à mettre 10 € parce que ça va suivre tout le long le colis va avoir un suivi, une géolocalisation tout le long de sa vie. Et là, ça vaut le coup. Si on divise les 10 € sur X temps, ça devient intéressant. Et du coup, voilà, c'est switcher à la fois la mutualisation des synergies des hommes et en même temps la géolocalisation des objets. Je pense que cet exemple est super intéressant pour une autre raison, c'est qu'on voit que les technologies commencent à arriver là-dessus, mais qu'en fait les problématiques du coup deviennent de plus en plus complexes, parce que par exemple là sur l'étiquette, si l'étiquette elle est réutilisable, tout de suite le coût de l'étiquette est beaucoup moins problématique. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent à comment faire des étiquettes réutilisables. Le problème c'est bien réutilisable, mais maintenant, admettons que le tableau blanc, là, il avait une super étiquette, et quand on est venu l'installer là, il faudrait remettre une organisation logistique pour renvoyer l'étiquette au fabricant. Et là, ça devient des consignes. Et gérer des consignes, franchement, c'est compliqué. Je pense, qui ramène ses bouteilles de bière qui sont consignées, on le fait pas, quoi. La preuve en est, on va dire un chariot, mais les caddies sur les supermarchés, s'ils ont mis une pièce d'1 € ou un jeton, c'est pas pour rien, quoi. Donc le truc, c'est quand même, il faudrait que l'étiquette elle reste dessus, mais si elle est interconnectée entre tous les sites et entre tous les acteurs, donc on parlerait tout le monde aurait le même protocole, parce que tu parlais du RFID, c'est la limite du RFID. Moi j'en entends parler depuis 10 ans.
installer un portique RFID, vous dites ça à un industriel, il prend peur, il part en courant à cause du coût. Mais si tout le monde était sur le même protocole et on savait qu'à la limite elle serait réutilisable, et après on pourrait même caler de la blockchain, parce que du coup l'industriel, le premier qui fabrique le produit, colle l'étiquette, paye les 10 €, mais après on lui rétribue via la blockchain. Voilà, au final ça lui aurait coûté qu'1 € parce que les autres derrière qui vont réutiliser, c'est jouable, quoi. Effectivement, là, on sent tout de suite il y a vraiment des choses à inventer sur l'écosystème et pour rendre les choses possibles. Et ça, c'est vraiment super. Alors, je peux citer d'autres choses sur lesquelles il y a vraiment de l'innovation à faire et des questions super intéressantes. Donc là, tu as parlé de la blockchain et du coup de pouvoir rétribuer quelqu'un sur tout le long de la vie d'un produit. Donc ça, c'est vraiment passionnant et c'est vraiment des pistes, à mon avis, extrêmement pertinentes pour rendre les objets et l'intelligence accessibles à tout le monde. Et vous avez des choses un peu équivalentes sur l'énergie, c'est-à-dire que les objets, tout ce qui parle, souvent nécessite de l'énergie. Et donc, comment on fait pour faire en sorte de récupérer de l'énergie? On parle beaucoup, donc energy harvesting, c'est le mot en anglais, mais récupération d'énergie en français. Et là, il y a beaucoup de choses encore à inventer. Il existe de plus en plus de choses et c'est pas nécessairement des... On ne sait pas où va être le saut technologique et puis l'intelligence vraiment importante à mettre en œuvre pour faire marcher les choses, mais on sent qu'on n'est pas loin. Alors, je vais vous parler rapidement du contrôle. Donc là, l'idée, c'est déclencher un actionneur à distance. Donc, dans le bâtiment intelligent, les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, ça va être, par exemple, si on détecte qu'une pièce est vide, d'éteindre la lumière et d'éteindre le chauffage à distance, même si les gens qui étaient dedans, ils n'y ont pas pensé. Pour une ville, ça va être d'éteindre ou d'allumer l'éclairage public correctement, comme on le sent. S'il y a un événement, une fête, etc., pour un feu d'artifice, on aime bien avoir un peu moins d'éclairage, enfin ce genre d'idée. Voilà. Et c'est également, après, du coup, donc, tous les actionneurs simples qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle les relais, des boutons on-off qui vont déclencher un moteur et puis permettre de lever une barrière par exemple, ou de déverrouiller ceci ou cela. Dans les exemples, on a envoyer de l'information qui va s'afficher. Ça c'est l'autre partie. Alors, hop, j'ai recommencé mes petites listes là. Donc, alors pour une ville, donc on a l'éclairage public, le contrôle d'accès, les barrières, les feux de signalisation. Donc, par exemple, les barrières sur les écluses, ça rentre là-dedans. Donc, le contrôle des panneaux de signalisation, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et puis de rigolo parce que en fait, donc c'est déjà quelque chose qui marche. Par exemple, vous savez que pour les parkings, vous savez combien il y a de places de libre à l'entrée du parking grâce à un panneau de signalisation. Donc ça, c'est de l'internet des objets, et puis ça fait longtemps que ça existe. Mais on pourrait évidemment signaler beaucoup d'autres choses et pouvoir faire passer des messages, enfin plein de choses rigolotes. Donc après, le contrôle des pompes, donc ça c'est tout ce qui est un peu hydraulique. L'arrosage public, ça rentre un peu là-dedans parce qu'une fois qu'on a détecté l'état phytosanitaire de nos plantes, évidemment, on peut l'améliorer en leur donnant à boire au bon moment. Et puis donc ça c'était encore dans la signalisation. Donc là je pensais plutôt à la signalisation sonore, donc le contrôle des alarmes sociales, donc les incendies, les tremblements de terre, etc. Ça c'est quelque chose, je pense, en France on n'est pas très en avance là-dessus parce que heureusement pour nous on ne vit pas dans un pays dans lequel il y a des catastrophes naturelles régulièrement. Enfin je veux dire en France métropolitaine, nos amis d'outre-mer malheureusement, eux, ils vivent des choses souvent beaucoup plus compliquées. Mais là, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose dans lequel l'Internet des objets pourrait vraiment permettre de sauver des vies très rapidement et dans des cas relativement complexes. Donc, par exemple, pour permettre à des gens d'évacuer un bâtiment, pour faire en sorte que s'il y a un incendie qui est déclenché dans un appartement d'un immeuble, les autres personnes de l'immeuble sont prévenues. Et aujourd'hui, quand vous avez vos détecteurs de fumée, ils sonnent chez vous, mais si vous êtes bien isolé des autres, si ça sonne au premier étage, la personne au 5e, elle n'est peut-être pas au courant, et malheureusement, si le feu prend au premier étage, c'est peut-être bien celle au 5e qui va avoir le plus de problèmes. Donc c'est à ce genre de choses-là que je pense, et c'est vraiment quelque chose qui... vous avez très peu d'investissement là-dedans, parce que on n'a pas trop de catastrophes naturelles en France, mais le jour où ça arrive, les choses changent complètement. Dans le nucléaire, par contre, là, c'est là où
ils ont prévu que si ça arrivait, ils feraient des choses, quoi. Donc dans l'industrie, bah, on a pareil hein, nos machines on-off, etc. Et maintenant, je vais vous parler un peu donc, des systèmes réactifs. Alors les schémas de principe des systèmes, là, il faut comprendre un peu quelle est l'architecture de l'Internet des objets aujourd'hui. Donc vous avez sur la gauche les objets communicants qui sont ce qu'on appelle les nœuds. C'est un peu de vocabulaire. Donc c'est les nœuds, ceux qui remontent des informations ou effectuent des actions. Ensuite, vous avez des relais qui vont récupérer l'information produite par les nœuds. Et ensuite, ces relais vont eux-mêmes communiquer sur le gros tuyau central là, que vous voyez, qui est Internet. Et donc là, ils vont l'envoyer à l'applicatif, celui qui a l'intelligence, pour pouvoir traiter l'information. Et ensuite, ça redescend, et on a une boucle comme ça. Et donc, ce qui va nous arriver là, et qui est à mon avis passionnant, et vraiment source de beaucoup d'emplois et de nouvelles inventions, c'est que, donc ça c'est le schéma classique, c'est qu'on va arriver ce qu'on appelle l'edge computing en anglais. C'est-à-dire que de plus en plus, des calculs vont se retrouver un peu partout le long de la chaîne, en fonction de combien ça coûte de transporter l'information et de faire les calculs. C'est-à-dire si vous avez une simulation extrêmement complexe à faire tourner, comme pour la pollution, donc là c'est des modèles météo carrément qui tournent, et bien ce qui se passe c'est qu'il vous faut absolument des serveurs, parce qu'il vous faut des fermes de calcul pour faire tourner les choses. Mais si vous avez des calculs beaucoup plus simples et surtout qui peuvent être ce qu'on appelle distribués, c'est-à-dire que plusieurs acteurs peuvent réaliser les calculs indépendamment des résultats fournis par les autres, eh bien vous pouvez avoir de la puissance de calcul qui va se retrouver soit sur le vélo, soit sur votre boîte aux lettres, soit carrément dans vos relais, ou bien sur les serveurs. Et il y a aussi les smartphones, etc. Bon, après, sur tous les éléments de la chaîne. Et dans les principes réactifs, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est de prendre en compte à chaque fois où est fait le calcul, combien de temps il dure, etc. pour pouvoir faire le contrôle et la perception correctement. Alors, j'ai fini ma petite présentation et on va vous faire une petite démonstration de notre réseau WaveBricks. Donc c'est un réseau auquel vous pouvez vous connecter et là j'appelle Yannick qui est... Tu vas me le chercher, super. Donc pour lancer la démo. Donc en attendant, je peux vous montrer juste des petites choses qui tournent aujourd'hui. Alors ça, c'est une passerelle LoRa qui a permis de connecter les équipements pour l'expérimentation à l'Eurométropole. Donc c'est une passerelle extérieure. Vous voyez, c'est pas si gros que ça. C'est bien quand c'est sur un point haut. Donc il y a une antenne qui va avec, qu'on n'a pas montré, mais qui est dessous. Là, vous avez un capteur de place de parking, par exemple. Et là, vous avez les choses avec lesquelles on peut commencer à jouer et qui seront disponibles lors de ce hackathon. Ouais, je... Alors, pas complètement. Ça, oui. Ça, non. On l'interface avec le réseau. Et ça, alors à moitié. C'est-à-dire que le modem de communication VR, c'est nous qui l'avons réalisé. Et dessous, c'est un Arduino, un type. Donc c'est des choses avec lesquelles on peut prototyper très très rapidement et à des coûts très très faibles. Voilà. Alors on va lancer la démo. On va vous montrer le réseau, la plateforme sur le réseau sur laquelle la plateforme IoT avec laquelle on peut récupérer des informations. Ah oui, il faut peut-être brancher. Donc, on va brancher le modem. Ah tiens, regarde, ça c'est génial. Normalement, c'est test.
Voilà. Donc en fait, sur cet Arduino, j'ai chargé un petit programme qui va en fait communiquer avec le modem LoRa qui est là-dessus et qui va me permettre d'envoyer une information dans l'air et en espérant qu'elle soit captée. Donc, comment ça se passe? Je vais ouvrir, alors, voilà, je vais ouvrir mon serial monitor. Reconnecter. Voilà, ok, de qualité. Voilà, donc je vais réinitialiser comme ça, on va pouvoir voir ce qu'il fait. Ok, et de l'autre côté, je vais vous montrer la plateforme Wavebrix. Est-ce que je crois pas que tu avais montré des captures d'écran, c'est ça? Voilà, c'est vraiment très petit, alors du coup, bon, on va essayer. Alors, donc Wavebrix, comment ça se passe? Vous avez ce qu'on appelle les devices. Donc en fait, un device, ça correspond à tout périphérique qui est équipé avec un modem LoRa ou autre. Les applications, ça va être les applications. Ah oui, c'est une bonne chose. Attends, il faut que je me connecte au Wi-Fi en fait. Je réfléchis. Est-ce que quelqu'un a son badge Osiris pour se connecter au réseau Osiris? Vous avez un peu en mode. Non, en fait, tu l'as là. Ouais. C'est ça? Ouais, alors conf-hic-2017. Ok. Le basse A4 2017 tout en minuscule. H-A-C-K-A-T. Ok. Alors le device, du coup, c'était ce que j'ai appelé les nœuds tout à l'heure. Donc c'est quoi? C'est conf-hackathon? Ouais. -HIC. Ah. -HIC-2017. Ok. Et le password, c'est A4 H-A-C-K-A-T 2017. Voilà, exactement. Donc là, et tout à fait. Donc notre serveur, donc c'est aujourd'hui là, c'est dans le schéma de principe que je vous ai montré, c'était la partie à droite là, avec après Internet, et qui est Alors, donc quand on a créé un device sur le réseau, en fait, on va pouvoir lui donner un nom. Ça va permettre, quand vous avez vraiment une grosse flotte de devices, de pouvoir le retrouver. Alors, on a un identifiant unique qui va vous permettre, si vous utilisez pas l'interface web, mais plutôt ce qu'on appelle, plutôt l'API pour attaquer le serveur via une API REST. Donc, pour les développeurs, savent ce que c'est. Pour les autres, juste, c'est pour dire qu'une API, c'est un système qui permet à deux serveurs de parler entre eux. Donc en gros, à partir du moment où vous avez un développeur et qui sait utiliser un standard assez, on va dire quelque chose qui est relativement standard qui s'appelle une API REST, ça veut dire qu'il va être capable de dialoguer avec Wavebrix et donc votre application à vous va être capable d'envoyer des messages LoRa sur le réseau. Donc on a mis aussi un champ serial number, ça vous permet à vous de stocker une référence interne de votre matériel parce que typiquement, dès qu'on commence à avoir une grosse flotte, on ne sait plus très bien qui parle, à quel endroit et tout ça. Donc quelque part, il n'y a plus que les numéros de série pour savoir un petit peu comment s'y retrouver. Et évidemment, vos numéros de série ne collent pas avec nos numéros de série, donc il faut alors, le numéro de série, alors le Unique Identifier, c'est un truc unique, complètement unique. On vous garantit qu'il est unique. Et le serial number, c'est votre numéro à vous, qui vous permet d'identifier votre capteur. Est-ce que, parce que ouais, voilà. Je pense que votre question c'était peut-être par rapport à ce qu'on y a écrit device address, c'est ça le. Oui, parce que voilà. Oui, alors donc là, dans le monde du LoRa, on peut trouver des analogies avec le monde IP, où il y a ce qu'on appelle la couche MAC, qui va être plus bas niveau, et ensuite la couche IP par-dessus. Dans le monde du LoRa, on travaille quand même dans un domaine où le débit est relativement réduit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de raccourcis qui vont être faits au niveau des données qui sont transmises. Donc on ne peut pas calquer directement MAC et IP, mais en tout cas je peux vous donner des correspondances. Donc ce qui se passe,
Là, par exemple, on a un device qui est en mode ABP. Donc ça veut dire quoi? On va lui donner une adresse sur le réseau. C'est là, vous avez écrit device adresse. Voilà. En fait, ça, c'est 4 chiffres en hexadécimal. Donc c'est codé sur 32 bits. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, il va y avoir 2 clés qui vont être utilisées pour crypter les conversations avec ce device. Alors en détail, la Network Session Key va permettre de communiquer des informations qui sont relatives au réseau, et Application Session Key vont permettre de crypter des informations qui sont relatives aux données applicatives. Donc là, pour les gens qui ont une culture un petit peu du réseau, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les couches OSI, c'est-à-dire différents niveaux de profondeur de l'information. Et pour ceux qui n'ont aucune connaissance réseau, c'est celles sur le network, ça vous dit un peu, c'est des feux rouges et des feux verts pour vous dire quand est-ce que l'information peut, c'est pour transmettre des informations de ce type-là, quand est-ce que les messages peuvent passer et revenir. Et l'autre, c'est vraiment pour crypter le type de message que vous avez à envoyer. Il y a une question dans l'ID de ton device. Oui. Il est propre à ton API WaveBricks. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui veut lui donner l'autre ID parce qu'il a un autre produit dessus, il aura 2 ID pour le même objet potentiellement. Oui, alors en fait, il y a des choses qui se font qui sont assez malignes si tu veux. Finalement, ce qui est important, c'est la combinaison device address, net application session key, network session key qui vont faire l'unicité sur le système, quoi. Et après, nous, on est aussi capable de gérer des univers différents en fait en fonction des clients. Donc en gros, ici à Strasbourg, les gens ils sont dans un univers, d'autres clients ailleurs travaillent dans un autre univers si tu veux, et puis il n'y a pas de risque de collision en plus. Voilà. Et je crois que ta question c'était si tu viens avec un appareil qui a déjà des en fait, c'est par rapport à blockchain, on est justement plutôt sur des logiques d'ID unique, peu importe, pour voilà. Si tu veux, par exemple, là, ce qu'on appelle la seule chose qu'on a vraiment unique dans le device, c'est ce qu'on appelle ici l'unique ID, qui lui est un truc qui est généré sur 128 octets, qui te garantit enfin, c'est la seule contrainte d'unicité qu'on a là-dessus. Donc là, si tu communiques avec l'API WaveBricks, où que tu sois dans le monde, si tu utilises ce unique ID là, tu vas t'adresser à ton device et seulement celui-là. Sachant que si tu veux, je pense qu'il faut bien imaginer qu'on ne peut pas se permettre de se reposer sur des identifiants qui viendraient d'un autre monde, des clés uniques ou des choses, parce que ce serait génial qu'un objet il ait une seule identité et qu'il puisse la partager partout. Je suis d'accord, ce serait vraiment super. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Du coup, dans le monde on est obligé de refaire un monde unique dans lequel nous on maîtrise l'unicité. Et ça, c'est vrai de tous les réseaux IoT. On est obligé d'avoir ça parce que nous, on ne peut pas se permettre de renvoyer la donnée de quelqu'un à quelqu'un d'autre ou ce genre de choses-là. Et on ne va pas se permettre de dépendre d'une autre entité qui définirait des nombres uniques, d'autant plus que souvent, le peu d'entités qui existent qui font ça font payer relativement cher ce service, quoi. Donc, et du coup, ça a fait que on rajoute une nomenclature, mais pour l'utilisateur, en fait, il s'en fiche de ça. Hein. C'est vraiment pour la personne, le développeur qui doit juste gérer cette partie-là. L'utilisateur, il ne voit pas. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai un truc qui s'enchaîne après. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Donc, après, limite, tu pourras faire la démo, tu pourras montrer un petit peu. Un device, en fait, vous pouvez le créer vous tout seul et vous amuser avec. On peut aussi le partager en fait avec d'autres utilisateurs et lui donner différents droits, donc juste de voir le device ou d'interagir avec lui. Vous pouvez aussi lui envoyer des données directement à partir d'ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand un device vous envoie des données. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va définir ce qu'on appelle des callbacks. En gros, à chaque fois qu'il y a une donnée qui remonte d'un device, on va déclarer un callback. Donc là, j'ai déjà fait le travail. Donc RequestBean, si vous ne connaissez pas, c'est un site très pratique. En gros, il vous génère une adresse aléatoire. Vous pouvez envoyer des données dessus pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc, et d'un autre côté, ici, vous allez voir les données. Alors, l'onglet Uplink va vous permettre de voir les données Uplink. Donc, ça, dans le monde des télécoms, c'est une nomenclature qui est relativement classique. Uplink, c'est les données qui viennent de votre device, donc qui remontent vers le réseau. Et downlink, c'est les données descendantes en fait, vers votre device. Donc voilà, on a les données Uplink et downlink. Donc, je vais rapidement vous montrer. Donc là, je réinitialise une nouvelle device parce que je voulais montrer. Je suis bien à 56 600, c'est bon. Tac. Donc là, juste le temps qu'il se reconnecte. En fait, le mieux, c'est que je ferme le truc.
Voilà, ok. Donc là, vous avez vu que les clés qui sont là, en fait, on les voit ici. C'est les mêmes que celles que j'ai saisies dans WaveBricks ici. Voilà. Elles sont là, voilà. Donc là, pour le système que j'utilise là, pour le modem que j'utilise là, c'est relativement facile. Voilà, il y a d'autres. Nous, après, on a fait des petites bibliothèques pour essayer d'abstraire ça au maximum. C'est pas évident, on travaille dans un domaine qui est relativement récent, donc en fait, en fonction des fabricants, on va être obligé d'écrire les clés dans un sens ou dans l'autre, de les découper, etc. Voilà, c'est un peu les joies de notre travail au quotidien. Donc là, par exemple, je pourrais écrire, qu'est-ce que je pourrais écrire tiens, Strasbourg, hop là. Donc là, si je fais send, voilà, sending Strasbourg. Voilà. Donc en fait, il a transmis. Alors là, je fais un truc qu'il ne faut absolument pas faire dans le monde des objets connectés. J'envoie une chaîne. Quoi, parce que, en gros, là, vous avez très peu d'informations utiles là-dedans. Quand, en fait, en LoRa, vous avez maximum 200, 250 octets que vous pouvez transmettre dans le meilleur des cas. Transmettre Strasbourg, c'est une vraie perte de temps, même si c'est une belle ville. Il valait mieux transmettre juste un. On savait qu'on était à Strasbourg aussi. Voilà. C'était juste pour vous dire, là, c'est vraiment pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Si je regarde dans Uplink, alors attends, voilà. Est-ce que j'ai pas perdu ma connexion Wi-Fi? Non, c'est bon, ça va venir. C'est l'effet démo. Alors en attendant, je peux vous montrer comment ça se passe quand un callback réussit vers... Oui, parce qu'il peut se passer plusieurs choses. Si ça n'apparaît pas dans les données Uplink, ce qui peut se passer, c'est que simplement, cet envoi-là n'a pas réussi. Donc a priori, le modem, lui, m'a dit qu'il arrivait à envoyer la donnée. Donc ce qui peut se passer, c'est que peut-être qu'on est dans un bunker, je ne sais pas, est-ce que c'est des plaques métalliques qui sont tout autour? Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle une cage de Faraday? Donc là, vu que je n'ai pas fait un envoi de données confirmé, j'ai pas de validation que ça a été reçu par le réseau. Alors, on va regarder, qu'est-ce que ça donne quand on a une donnée qui est envoyée par l'API. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait des tests, j'ai envoyé hello. En fait, on a diverses infos, je ne sais pas si vous voyez bien, on a diverses infos en fait dans le callback. On va avoir l'ID du device, la longueur de la payload radio. Ce qui est intéressant, c'est la puissance du signal reçu, l'heure de réception, le rapport signal sur bruit, bon ça c'est les données techniques. Et après, on a l'application payload, app payload. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé pourquoi est-ce que mon application payload, moi j'avais envoyé hello tout à l'heure, pourquoi il y a écrit Q83V, voilà. C'est parce qu'on est obligé d'encoder les données, tout simplement parce que la plupart du temps, en LoRa, on va envoyer des données au format binaire. Donc on ne peut pas se permettre de balancer du texte, on ne peut pas balancer des bytes à une application web, on a trop de problèmes de compatibilité. Donc on les encode dans ce qu'on appelle du base64, et du coup l'application en face va arriver à les décoder. Voilà. Donc après, si vous voulez avoir des infos techniques sur le message qui a été transmis, par exemple on voit ici que ça avait été envoyé sur la fréquence 868.1. Je crois que Manu vous a parlé un petit peu des bandes de fréquences qu'on utilise. Voilà. On bosse sur la bande des 868 MHz, qui est donc une bande libre. Ça, c'est les caractéristiques de transmission LoRa. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, Phi Payload, ça, c'est ce que nous, on a reçu de manière brute du réseau. Et nous, après, en fait, on va utiliser une succession de couches protocolaires. Et en fait, au final, l'information utile qu'on a extrait de tout ça, donc des 16 octets, en fait, on a extrait, nous, que le petit hello que vous voyez ici. Voilà. Donc, il y a même, en fait, dès qu'on utilise un protocole un peu évolué, donc en l'occurrence là, on va utiliser, nous, du LoRaWAN, et ben, en fait, on va déjà perdre un peu de capacité de transmission, puisqu'on va être obligé d'enrober nos données dans une enveloppe. Voilà. Je vous en passe un place. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut accéder à WaveBricks? On peut accéder de deux manières. Soit vous utilisez l'interface web, soit vous utilisez l'API pour interagir d'une application avec WaveBricks. Voilà. Qu'est-ce que tu veux essayer? On va réessayer. Ouais, on va réessayer d'envoyer. Ouais, c'est bon, on va essayer. Ouais, après, c'est vrai que dans cette salle-là, j'ai déjà eu des soucis. Ouais. Après, on pourra essayer dehors, ouais. Souvent, on fait la radio, on prend le bras vers elle. Ok. On va essayer. Alors, mieux.
j'ai envoyé Hello 2. Il y a marqué 17h59. Ah oui, c'est vrai. Ah mais si, oui, si, attends, j'ai fait un read string, est-ce que du coup il aurait pris que hello? Attends, on va faire un test. Non, parce que je viens de coder le truc, donc mais attends. Attends, faut que j'aurai le code, j'espère que j'en pas tout le temps. Ouais. Non, mais je l'ai pas fait tout à l'heure. Hein. C'est facile de saturer le réseau là. Alors, non, parce qu'en fait, il va m'engueuler le modèle. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais effectivement, on travaille dans une bande libre, mais en fait, on y travaille à certaines conditions. Donc, en fait, j'ai le droit d'envoyer, mais en fait, il va m'engueuler mon modem si je commence à envoyer trop de choses. Okay. Donc, là, tac. On envoie avec alors là, le serveur. Ouais. Donc là, on envoie en fait, c'est capté par les passerelles qui sont dans Strasbourg. Et donc après, c'est renvoyé vers notre serveur. Qui va comme ça, des données. C'est voilà, les passerelles ressemblent à ça. Voilà. Ok. Bah écoutez, voilà, ça s'appelle une voilà. On pourra essayer un peu